Salut à tous, elles sont partout autour de nous. On les utilise en permanence pour communiquer et pourtant on ne les voit pas. C'est peut-être pour cela d'ailleurs qu'elles nous paraissent encore un peu mystérieuses. Eh bien aujourd'hui, on va faire toute la lumière sur les ondes radio. Voici le sommaire. Bienvenue dans le monde mystérieux des ondes de la communication. Dans ce nouveau dossier, vous découvrirez comment voyagent les vidéos, les photos ou même les SMS que l'on s'échange. Avec la future 5G, nous pourrons partager toujours plus d'informations, toujours plus vite et avec moins d'erreurs. On vous expliquera comment c'est possible grâce aux antennes millimétriques. Bon, mais aujourd'hui encore, tout le monde n'a pas accès au réseau mobile. On a mené notre petite enquête et vous allez tout comprendre. Allez, je ne vous en dis pas plus et je rends l'antenne à Fred. Merci. Alors ces ondes qui nous permettent de communiquer, les ondes radio, font en réalité partie d'une très grande famille que nous allons vous présenter tout de suite. C'est la famille des ondes électromagnétiques où vous allez le voir, chacun vibre à sa propre fréquence. Regardez. Elle fonctionne pas du tout cette radio. Il doit y avoir des mauvaises ondes dans l'air. Oui, c'est sûrement à cause des ondes, mais pas n'importe lesquelles. Ta radio fonctionne grâce aux ondes électromagnétiques. Ton smartphone ou ton micro-ondes utilisent eux aussi ces ondes. Elles composent même la lumière visible et te permettent de voir le monde en couleur. D'accord, mais il y a bien quelque chose qui les différencie, toutes ces ondes. Effectivement, les ondes électromagnétiques se propagent sous la forme d'une succession de petites vagues, des oscillations. Ce qui change entre les ondes de ton téléphone et celles reçues par ta radio, par exemple, c'est le nombre d'oscillations en une seconde, la fréquence. Elle se mesure en hertz. Regarde, toutes ces ondes sont classées en fonction de leur fréquence sur ce qu'on appelle le spectre électromagnétique. Dans la partie des fréquences les plus basses, entre quelques kilohertz et 300 gigahertz, c'est-à-dire 300 milliards d'oscillations par seconde, il y a les ondes radio. C'est là qu'on retrouve les ondes reçues par ton poste radio, celles de ta télévision ou encore celles de ton téléphone. Au-delà de 300 GHz, il y a la lumière visible, avec toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Et à l'autre bout du spectre, il y a par exemple les rayons ultraviolets ou encore les rayons X. Tu sais, ce sont les ondes utilisées pour faire des radiographies du corps humain. Compris. En attendant, je ne capte toujours rien. Peut-être que les ondes n'arrivent pas jusqu'à moi ? C'est une bonne piste. En fait, les ondes électromagnétiques se propagent un peu comme les ondes à la surface de l'eau après avoir jeté un caillou. Mais au lieu de former des cercles, les ondes se propagent sous la forme de sphères et se déplacent à la vitesse de la lumière, c'est-à-dire à 300 000 km par seconde. Et puis, elles parcourent des distances plus ou moins longues. Les ondes, avec une fréquence élevée, se propagent moins loin, car elles ont tendance à s'atténuer plus vite avec la distance parcourue et en fonction de l'environnement traversé. Si je reprends l'ensemble du spectre, les ondes radio ont plutôt des petites fréquences. Elles doivent donc se déplacer loin. Bien vu. Il existe des ondes radio basse fréquence qui sont utilisées dans les sous-marins pour communiquer avec leur base sur Terre, par exemple. Il y a aussi la radio AM, qui comprend entre autres les grandes ondes, autrefois très utilisées par les stations de radio. Leur portée est de plusieurs centaines de kilomètres. Mais la radio que l'on écoute le plus aujourd'hui, c'est la radio FM. Elle appartient aux ondes dites très haute fréquence et émet entre 87,5 et 108 MHz. Elle a une portée de quelques dizaines de kilomètres. Ok, donc ça doit être un autre problème. L'antenne qui diffuse les ondes est peut-être cassée. C'est bien elle qui fabrique les ondes. Oui, c'est elle. Pour diffuser une émission de radio, la voix de l'animatrice est transformée en signal électrique par le micro. Ce signal électrique oscille au même rythme que la voix. On dit qu'ils ont la même fréquence. Le problème, c'est que cette fréquence est trop basse pour que le signal soit transmis sous forme d'ondes électromagnétiques. On fabrique donc un signal électrique alternatif très haute fréquence, transmis à l'antenne, pour qu'elle émette d'abord une onde porteuse. Ensuite, pour transporter la voix, il faut mélanger notre signal électrique de basse fréquence, celui qui correspond à la voix de l'animatrice, au signal électrique de haute fréquence. Et il existe plusieurs façons de faire. Lesquelles ? C'est les radios AM et FM, c'est ça ? C'est cela. Pour la radio AM, on change l'amplitude, c'est-à-dire la hauteur des oscillations du signal électrique en fonction du signal de la voix. On dit que l'onde porteuse est modulée en amplitude. Pour la radio FM, on change la fréquence, c'est-à-dire le nombre d'oscillations par seconde du signal électrique en fonction du signal de la voix. On obtient une onde porteuse modulée en fréquence. La modulation en fréquence est beaucoup plus fiable. Il y aura moins de grésillement qu'avec la modulation d'amplitude.
Dans les deux cas, l'antenne émet donc une onde électromagnétique modulée qui se propage jusqu'à une antenne réceptrice, comme celle de ton poste radio. Et ensuite, elle fait le travail inverse de l'antenne émettrice. Elle transforme l'onde électromagnétique en signal électrique. Ce dernier est démodulé, soit en amplitude, soit en fréquence, puis transformé en son par les enceintes. On commence la journée ensemble, on vous tient. Waouh, ça marche! En fait, j'étais sur la mauvaise fréquence. Débat, voyage, 2 heures pour prendre... C'est bon, vous êtes toujours connectés? Parfait. Alors, comment une onde électromagnétique est-elle capable de transporter des informations, qu'il s'agisse de son ou encore d'images? Et puis, vous savez, on parle de 3G et de 4G. Mais c'est quoi la différence? Et pourquoi doit-on maintenant passer à la 5G? Regardez, vous allez tout comprendre. Eh, c'est vraiment chouette ce séjour en Bretagne. Tiens, je t'envoie une photo. Tu l'as reçue? À l'instant, tu te rends compte? Elle a parcouru un sacré voyage pour s'afficher sur mon smartphone. Et super rapidement. Effectivement, quand tu envoies une vidéo, une photo ou même un SMS depuis ton smartphone, il passe sur le réseau mobile 3G ou 4G. Reprenons ta photo. Elle est codée dans un langage informatique grâce à des combinaisons de 0 et de 1. C'est le langage binaire. Dans ton téléphone, il y a une carte électronique qui transforme les suites de 0 et 1 en signal électrique. La photo passe alors de la partie numérique à la partie analogique. Compris. Et après, c'est l'antenne qui transmet le signal? Oui, c'est ça. L'antenne transforme le signal électrique en onde électromagnétique qui se propage ensuite dans l'air pour atteindre l'antenne relais la plus proche, qu'on appelle aussi station de base. À ce niveau, l'onde électromagnétique est à nouveau transformée en signal électrique. Ce signal est alors transmis sur de très grandes distances par des câbles électriques ou des fibres optiques jusqu'à un autre relais qui repère mon smartphone dans son voisinage. Tu me suis? Ok, je te suis. Et ensuite, il se passe quoi? Ensuite, il suffit de suivre un processus inverse par rapport à l'émission. La dernière antenne relais transforme à son tour le signal électrique en onde électromagnétique. Cette onde se propage jusqu'à l'antenne de mon smartphone. L'onde passe alors sous forme de signal électrique avant d'être traduit en langage binaire par la carte électronique du smartphone. Les combinaisons de 0 et de 1 sont enfin décodées pour afficher ton image sur mon écran. Là, tu me parles de la 3G et de la 4G. Mais j'ai entendu parler de la 5G aussi. C'est quoi la différence? Pour la 5G, le principe est le même, mais on peut transmettre plus d'informations et plus rapidement. Imagine télécharger un film en haute définition en quelques secondes. Le but est de diminuer le délai d'acheminement des informations de 10 à 1 milliseconde. Par exemple, en demandant aux antennes relais à proximité des smartphones de prendre en charge des calculs qui sont aujourd'hui réalisés sur des serveurs lointains. Sans oublier qu'il y aura toujours plus d'utilisateurs et d'objets connectés, non seulement des smartphones, mais aussi des montres, des voitures ou même des robots. Génial! Et ce n'est pas possible de faire tout ça avec la 4G? La 4G a déjà augmenté le débit, mais avec la 5G, il sera 50 fois plus important. En général, pour augmenter le débit, on cherche à élargir la bande de fréquence du signal transmis, c'est-à-dire l'écart entre la fréquence la plus faible et la fréquence la plus haute du signal envoyé. Mais aujourd'hui, entre la radio, la TNT, les satellites, l'aéronautique, la météorologie ou même les télescopes scientifiques, presque toutes les gammes de fréquences des ondes sont déjà exploitées. Résultat, la partie du spectre réservée à la 4G n'est plus assez grande. Elle commence à être saturée. Si l'on veut intégrer encore plus d'objets connectés, il faut donc coloniser une autre partie du spectre radio où de grandes bandes de fréquences sont encore disponibles. La 5G utilisera des bandes de fréquences plus larges que la 4G. Et cela dans une gamme de fréquences pouvant aller de 30 GHz à 300 GHz. Elles correspondent au domaine des ondes millimétriques. Comme ces ondes ont des fréquences plus élevées, elles s'atténuent plus rapidement dans l'air au fur et à mesure qu'elles se propagent. Et si ça va moins loin, on fait comment pour recevoir les informations? La solution, c'est d'installer plus d'antennes relais sur le territoire. On les appelle des stations de base millimétriques. Comme ça, on densifie le réseau pour connecter localement un maximum de personnes ou d'objets. Dans ces bandes de fréquences millimétriques prévues pour la 5G, les antennes sont aussi plus petites que celles pour la 4G. Pratique, car dans un même espace, il est possible d'associer beaucoup plus d'antennes et donc d'augmenter la puissance reçue dans certaines directions et de suivre plusieurs utilisateurs mobiles en même temps. Mais il va y avoir des signaux dans tous les sens. Ça risque pas de faire des interférences? L'avantage des antennes millimétriques, c'est qu'elles peuvent envoyer des signaux dans des directions beaucoup plus précises que les antennes utilisées actuellement pour la 4G. En attendant, restons tous sur de bonnes ondes.
Les ondes électromagnétiques existent dans la nature depuis toujours, puisque ce sont elles d'ailleurs qui nous éclairent. En revanche, il n'y a pas si longtemps que les hommes ont appris à les domestiquer, notamment pour transmettre des messages. Voici la fulgurante ascension des ondes radio, depuis le Morse jusqu'à la 5G. La communication rapide et à distance ne date pas d'hier. À la fin du XVIIIe siècle, l'inventeur Claude Chappe finit de mettre au point le télégraphe optique, expérimenté plus tôt par Guillaume Amontons. Ce système permet de transmettre un message entre deux tours d'observation éloignés de plusieurs dizaines de kilomètres. Les messages sont codés par les différentes positions du bras articulé installé en haut de la tour. Ensuite, ces signaux sont observés à distance à l'aide d'une longue vue, puis reproduits pour la tour suivante et décryptés uniquement à l'arrivée. En 1794, la première ligne est inaugurée entre Paris et Lille. À l'époque, il faut environ 2 heures pour envoyer un message entre les deux villes. Une révolution française! Dans les années 1830, l'Américain Samuel Morse met au point le code Morse pour envoyer des messages plus rapidement grâce au progrès de l'électricité. Chaque lettre de l'alphabet est représentée par une suite de traits et de points transmis sous la forme de signaux électriques longs ou courts. Avec son associé Alfred Lewis Vail, il réalise plusieurs expériences publiques et la première ligne ouvre en 1844 entre les villes de Baltimore et Washington. 10 ans plus tard, ce sont plus de 66 000 km de lignes télégraphiques qui parcourent les États-Unis. Et en 1858, la première ligne transatlantique est inaugurée entre l'Irlande et le Canada. À la fin du XIXe siècle, 3 découvertes majeures marquent les débuts de la transmission d'informations sans fil. En 1888, le physicien allemand Heinrich Hertz démontre l'existence des ondes électromagnétiques. Quelques années après, Édouard Branly crée un dispositif capable de capter les ondes électromagnétiques et de les convertir en électricité, une sorte de récepteur. C'est le cohéreur. Entre-temps, Alexander Stepanovich Popov invente l'antenne pour mieux capter ces ondes. Finalement, l'Italien Guglielmo Marconi réunit ces innovations et en 1896, la télégraphie sans fil, la TSF, voit le jour. En 1899, Guglielmo Marconi réalise même la première transmission entre la France et l'Angleterre, un exploit. Les messages sont encore envoyés en code Morse et la TSF équipe rapidement les bateaux et les avions. Le prochain défi, c'est de transmettre la voix de son interlocuteur n'importe où et sans fil. L'inventeur canadien Reginald Fessenden est le premier à transmettre sa voix à 80 km de distance en 1900. Mon copain, oh l'ami! 6 ans plus tard, il aurait même diffusé la première émission de radio de l'histoire depuis l'État du Massachusetts qui sera captée par des bateaux dans un rayon de 5000 km. Une sacrée surprise pour les marins. En 1921, l'inventeur américain Charles Francis Jenkins transmet pour la première fois une image animée à l'aide d'une machine reliée aux lignes téléphoniques. Quelques années plus tard, il développe la radiovision, qui diffuse des images et du son sans fil. À la même période, le physicien russe Vladimir Svarikhin dépose le brevet de l'iconoscope, composant d'un prototype de caméra électronique capable de filmer et transmettre des images en direct. En 1926, c'est l'Écossais John Logie Baird qui présente son téléviseur à la Royal Institution de Londres. Il réalise 3 ans après les premières émissions avec la chaîne anglaise BBC. La télévision couleur est ensuite disponible dans les années 1950 aux États-Unis et dès 1967 en France, où la télévision analogique, qui utilise les ondes hertziennes, prend de l'ampleur. Finalement, au début du XXIe siècle, près de 20 millions de Français possèdent un téléviseur et peuvent recevoir plus de 80 chaînes en continu, alors qu'en 1937, il y avait seulement quelques centaines de postes et 30 minutes d'émission par jour. L'informatique voit le jour pendant la Seconde Guerre mondiale.
En 1943, le premier ordinateur entièrement électronique est créé. C'est l'ENIAC. Mais rien à voir avec les ordinateurs actuels. Cette machine programmable pèse 30 tonnes et occupe plus de 150 mètres carrés. Elle est utilisée par l'armée américaine pour calculer la trajectoire des projectiles en seulement 20 secondes. La taille des ordinateurs diminue progressivement grâce à l'invention du transistor, du circuit intégré et finalement du microprocesseur. Les ordinateurs deviennent moins énergivores et moins coûteux. Et la prochaine étape, c'est de les utiliser pour communiquer. En 1969, ARPANET, le tout premier réseau de transmission de données, est lancé. Développé par le département de la défense américaine, la DARPA, il est destiné aux militaires et aux scientifiques et permet aux ordinateurs connectés d'échanger des informations via des routeurs, des postiers électroniques chargés de rediriger les informations vers le bon destinataire. En Europe, c'est le Minitel qui est lancé dans les années 1980. Avec cet annuaire électronique, les utilisateurs peuvent acheter des billets d'avion, jouer à des jeux ou encore demander des renseignements en ligne. Enfin, en 1990, la première page web est créée. C'est la naissance de l'Internet que nous connaissons. Au cours des années 1970, la France fait de grands travaux d'équipement en matière de téléphone. 15 millions de lignes fixes sont installées et en 1983, ce sont 80% des Français qui y ont accès. En parallèle, l'entreprise américaine Motorola développe un téléphone portable expérimental. L'idée est lancée et les premiers modèles analogiques sont commercialisés au milieu des années 1980, comme le Mobira Senator de Nokia qui pèse presque 10 kg. Ces téléphones mobiles se connectent à des stations de base, des bornes d'accès qui distribuent le réseau. Plus tard, les mobiles, utilisant une technologie numérique, font leur apparition, comme les systèmes GSM, qui permettent d'envoyer des messages textes. Mais la vraie révolution, c'est la mobilité. Le téléphone se connecte aux antennes relais au fur et à mesure qu'on se déplace. On parle alors de 2G pour deuxième génération. À la fin des années 1990, les services GPRS et Edge offrent un accès au réseau Internet encore limité avec un débit très bas. Il faut attendre le début des années 2000 pour que les systèmes 3G se commercialisent. Les téléphones peuvent alors accéder à Internet plus rapidement, même en mouvement. À l'aube du XXIe siècle, il faut libérer de la place sur les ondes. Par exemple, en 2011, la télévision passe de l'analogique au numérique avec l'essor de la TNT, ce qui permet aux téléviseurs de recevoir des centaines de chaînes différentes et d'augmenter la qualité des images. Pour la téléphonie, avec le développement de la 3G, les opérateurs comme Orange, SFR, Bouygues et Free déploient de nouveaux réseaux pour gérer le nombre de smartphones qui explose. En 2012, la 4G est lancée officiellement en France. Elle multiplie le débit maximal par 100, ce qui facilite la multiplication des applications mobiles et des réseaux sociaux. Certains utilisateurs ne sont même pas des humains, mais des machines qui utilisent Internet. Ce sont les objets connectés. L'Internet des objets se développe et part à l'assaut de nouveaux secteurs comme la domotique, la santé connectée, l'usine du futur et les véhicules autonomes. Depuis 2018, le monde compte plus de 4 milliards d'utilisateurs d'Internet et plusieurs millions de mails sont envoyés chaque seconde. Et ce n'est pas fini. Le réseau 5G sera disponible en France vers 2020. Il connectera toujours plus d'objets sans fil avec un meilleur débit, plus de rapidité ou encore une plus grande fiabilité de transmission. Des milliards d'utilisateurs artificiels pourraient même cohabiter avec nous sur le réseau. Alors, demain, on sera tous hyper connectés ? Alors comme ça, il paraît qu'on est tous connectés aujourd'hui. En effet, si l'on en croit les opérateurs de téléphonie mobile qui développent les réseaux en payant des licences à l'État, eh bien selon eux, aujourd'hui en France, 99% de la population aurait accès à la 2G ou à la 3G et 96% de la population aurait accès à la 4G. Malheureusement, la réalité semble un peu différente. Julie est partie mener son enquête sur le terrain. Julie! Allô Fred? Allô? Je t'entends pas du tout. Ça me le fait tout le temps en ce moment. Bon, ça suffit. Moi je vais aller me plaindre. On va voir Bernard Dupré, le président de l'AFUT, l'association qui reçoit les plaintes des utilisateurs liés aux problèmes de réseau mobile. Bonjour. Bonjour, bienvenue. Merci.
vous recevez beaucoup de plaintes sur les problèmes de téléphonie mobile? Globalement, à peu près 300 par mois. Ça varie un petit peu selon la saisonnalité. Ce qui est assez significatif et un peu décevant pour nous, c'est que c'est un niveau qui ne baisse pas depuis plusieurs années. Quels sont les types majeurs de plaintes que vous recevez sur les problèmes de la couverture mobile? Ça coupe, on m'entend pas. Donc là, c'est du vocal. Quand même beaucoup de plaintes encore sur le vocal. Et c'est ça qui est vraiment dommage, parce qu'on avait vraiment le temps, en plus de 20 ans de déploiement, de faire une couverture en vocal qui soit réglée. Et oui, la France est en retard. Tiens, regardons ces cartes qui montrent la couverture de la 4G en rouge. Et bah, quel que soit l'opérateur, c'est pas gagné. Pour les appels et les SMS, c'est pas trop mal. Par contre, chez Bouygues, on risque de ne pas très bien capter dans le nord-est. Mieux vaut ne pas se perdre dans les Pyrénées quand on est chez SFR, et ne comptons pas trop sur Free en Ardèche. Finalement, c'est Orange qui s'en tire le mieux. Mais d'après l'enquête publiée par la FUT en mai 2018, il y a quand même 28% des gens qui ont toujours des problèmes pour téléphoner. Comment peut-on l'expliquer ? Ce qu'il faut savoir, c'est que les licences des opérateurs mobiles ont été attribuées avec des obligations ne portant que sur les zones extérieures. Or, l'usage aujourd'hui, c'est sur les zones de vie. Globalement, on passe plus de temps dans les immeubles qu'à l'extérieur. Et pourtant, l'accès à l'Internet mobile devient un besoin réel partout. Il y a des besoins qui sont au moins aussi importants que dans les villes. C'est pas seulement les zones habitées qui ont de l'importance, c'est tout le territoire, parce que les gens se déplacent, ils font des activités sportives, il y a des gîtes ruraux pour lesquels c'est juste essentiel d'avoir une bonne couverture pour avoir des clients. Les agriculteurs aussi commencent beaucoup à utiliser les technologies, que ce soit des capteurs connectés ou même des drones. Et pourtant, en 2014, seulement 56% des parcelles reçoivent la 3G et 12% n'ont aucun réseau. Comme vous le voyez, on n'est pas tous sur la même longueur d'onde. Bon, mais les opérateurs ne font pas n'importe quoi. Il existe une structure qui contrôle la bonne couverture du territoire. Suivez-moi. Là, on est à l'ARCEP, c'est le gendarme des télécoms. Il vérifie que les opérateurs respectent bien les obligations que lui impose l'État. Allez, c'est parti. D'abord, on va essayer de comprendre pourquoi la France a pris autant de retard sur la couverture mobile. Bonjour, Julie Berriac. Enchantée. Alors c'est vrai que quand on regarde les classements européens, on n'est pas forcément très bien classé en matière de couverture mobile 4G. On est à peu près à la 20e place sur une trentaine. Alors pourquoi c'est compliqué à dire? On a un marché qui est quand même assez concurrentiel où les opérateurs déploient très vite, mais on a aussi un pays qui est très diversifié en matière de relief, en termes de population. Et donc ça peut être compliqué pour les opérateurs, et notamment pas forcément rentable, d'aller déployer partout en France, dans le moindre petit village. Et c'est ce qui peut nous mettre un peu à la remorque en quelque sorte. Après quelques recherches, je découvre un nouvel accord, signé en janvier dernier, par les opérateurs et le gouvernement pour combler le retard de la France. Alors, qu'est-ce qui va changer ? Les investissements des opérateurs, en fait, vont être directement reliés à la couverture mobile et leur argent va être directement dans la couverture des citoyens. Mais concrètement, quelles sont les nouvelles obligations ? On va avoir un équipement des sites 4G beaucoup plus rapide que prévu. Donc, c'est-à-dire que d'ici fin 2020, tous les sites des opérateurs seront équipés en 4G. Donc en 2020, tout le réseau actuel aura la 4G. Mais que va-t-on faire pour les zones non couvertes ? En fait, il y a un dispositif qui s'appelle de couverture ciblée qui a été créé par cet accord, qui va permettre de couvrir jusqu'à 5000 zones par opérateur sur une durée de plusieurs années. Et en fait, ces zones vont être identifiées au niveau local, par les élus, par les départements, parce que c'est eux qui connaissent le mieux leurs besoins de couverture. Évidemment, les 5000 zones ne seront pas équipées toutes d'un coup, car il faut choisir les zones, construire les antennes, enfin bref. D'après la FUT, il faudra 8 ans pour que toutes ces zones blanches soient couvertes. Autant dire qu'on a quelques années avant d'être tous connectés. Bon, et puis tout ça reste valable pour la couverture extérieure. Mais on fait comment dans les bâtiments ? Les opérateurs développent une offre et un service en fait technique qui s'appelle la voix sur Wi-Fi et qui permettra, quand on est connecté sur sa box, de pouvoir envoyer des SMS, des appels, quand on est chez soi. Si vous voulez connaître la couverture près de chez vous, direction le site de l'ARCEP, monreseaumobile.fr. En ce qui concerne la future 5G, les premières antennes sont déjà testées dans 9 villes, notamment Lyon, Nantes ou encore Bordeaux. La FUT, de son côté, a demandé que des tests soient effectués en zone rurale. Restez connectés, affaire à suivre.
Bon, vous l'avez compris, il va falloir être patient avant de recevoir la 5G. En attendant, il y a de plus en plus d'objets connectés et le réseau 4G est saturé. Avec la 5G, la solution, c'est donc d'utiliser d'autres bandes de fréquences, celles des ondes millimétriques. Les ondes millimétriques, on les connaît depuis longtemps en fait. Mais avant, on n'était vraiment pas encore sur le pas de l'utiliser parce qu'il y a beaucoup de complications qui viennent ensemble. En fait, on utilise les ondes millimétriques pour avoir plus de débit, mais en fait, au coût d'avoir une très faible portée. C'est-à-dire en fait qu'au lieu des ondes qu'on utilisait pour la 1G, 2G, qu'on appelle hectométriques, donc on peut utiliser des kilomètres de portée, aujourd'hui on se trouve à avoir 100 mètres et des fois même 10 mètres. Et même dans le cas où on pense avoir une bonne portée, si la condition de la météo change, s'il y a plus d'humidité, s'il pleut, le lien peut être vraiment facilement cassé et réduit. On va être obligé de mettre des antennes partout alors? On a plusieurs types de 5G. La 5G faite et conçue pour les zones à dense population, les villes par exemple, les stades, etc. Et dans ce cas-là, on va déployer plusieurs antennes, même de l'ordre d'une antenne tous les 10 mètres, 50 mètres, 100 mètres. Et après, il y a d'autres contextes qu'on peut l'appeler rural, par exemple, où on a peu d'utilisateurs, peu d'objets connectés par kilomètre carré. Et donc, dans ce cas-là, on va avoir soit des antennes millimétriques fortement directives qui vont aller exactement pointer le long des besoins ou en complément des connectivités par satellite. Je vois que vous avez pensé à tout. Mais comment faire pour envoyer des signaux dans des directions très précises? Si on prend l'exemple de la 3G, en fait, on avait des antennes très grandes et donc du coup, on pouvait faire seulement des faisceaux très larges, en disant un tiers du cercle. Aujourd'hui, avec les ondes millimétriques, on est capable, par contre, de miniaturiser l'antenne, donc mettre plusieurs éléments de l'antenne sur une seule antenne. Là, c'est un exemple, on met des centaines d'antennes et donc être beaucoup plus directif. Donc, on fait des faisceaux qui peuvent pointer directement vers l'objet. Et l'avantage donc de concentrer notre faisceau vers une seule direction, c'est qu'en fait, on peut focaliser l'énergie des transmissions et donc, même si on a une perte à cause de la propagation millimétrique, en même temps, on est capable de mettre toute l'énergie qu'on a exactement où on veut. Et figurez-vous que pour mettre au point ces antennes, les chercheurs travaillent dans un endroit plutôt insolite. En fait, mais vous le gardez pour vous, ils travaillent dans leur chambre. Si, regardez. Alors ici, on se trouve au CEA-Leti de Grenoble, dans une grande chambre de mesure qui s'appelle une chambre anéchoïde, qui sert à caractériser les antennes, c'est-à-dire la façon dont l'énergie se propage dans une direction de l'espace. Si on a une antenne satellite, on va viser un point dans l'espace et donc on a besoin d'un faisceau qui est très directif. Donc l'énergie doit être concentrée dans une direction de l'espace réduite. Inversement, quand on a un téléphone portable, on doit s'accrocher à différentes stations de base qui sont un peu partout et l'orientation du téléphone peut être contre l'oreille, devant nous. Et là, on a plutôt un diagramme de rayonnement qui est omnidirectionnel, ça part un peu dans toutes les directions. Eh bien, ce rayonnement-là, c'est ce qu'on va caractériser dans la chambre. Ok, et pourquoi c'est important de tester les antennes dans une chambre anéchoïde? On a besoin d'outils, comme une chambre anéchoïde, qui est complètement blindée, donc faradisée, c'est-à-dire que les ondes qui sont émises à l'intérieur de cette chambre ne sortent pas, et inversement, les signaux extérieurs ne viennent pas perturber nos mesures. Et le côté anéchoïde, c'est-à-dire sans écho, c'est ce que vous voyez autour de moi, c'est-à-dire des absorbants qui sont collés sur l'ensemble des parois de la chambre et qui viennent absorber tous les échos. Bon, et comment on procède pour tester les futures antennes 5G? À une extrémité, on a un émetteur qui envoie une onde. Côté réception, on trouve des maquettes d'antennes millimétriques que l'on va évaluer. Donc une antenne millimétrique, c'est par exemple ici un dispositif antennaire où on va recevoir une partie de l'onde qui est émise dans cette chambre et on va faire tourner en fait l'antenne sur elle-même de façon à décrire son fameux diagramme de rayonnement. À la fin, on obtiendra exactement la façon dont l'énergie est diffusée dans l'espace. Le diagramme obtenu est le même que ce soit pour l'émission ou la réception d'une onde. Par contre, elle me paraît un peu grande cette antenne pour mon téléphone. Ce dispositif antennaire qui est ici ne répond pas évidemment à la problématique d'intégration dans un téléphone portable ou dans une tablette, vu ses dimensions. Par contre,
Il permet une complexité plus importante et donc plus de fonctionnalités. Et il est bien plus adapté à un environnement comme une voiture autonome ou un bus ou un train, par exemple. Bon allez, je vous laisse continuer vos expérimentations. Et pendant ce temps, on va s'intéresser à nos téléphones. Et oui, car ceux que nous avons aujourd'hui ne pourront pas recevoir la 5G. Les ingénieurs cherchent donc à améliorer les composants et les algorithmes qui sont à l'intérieur. Mais commençons d'abord par un petit rappel sur la carte électronique. Vous savez, c'est un peu le chef d'orchestre de nos smartphones. Donc, qu'est-ce qu'on retrouve dans une carte électronique? On retrouve tout d'abord l'antenne. Donc une onde électromagnétique arrive sur cette antenne. L'antenne transforme l'onde électromagnétique en un signal électrique. Ce signal électrique est interprété par un premier composant qui est transformé en une suite de nombres. Et cette suite de nombres, on les passe ensuite dans un algorithme, dans des recettes, pour sortir le message, qui est souvent des messages binaires, une suite de 0 et de 1, qui vont coder par exemple une vidéo ou un SMS ou un appel voix. Ok, les algorithmes décodent les messages, mais ce n'est pas tout. Alors, si l'on ne reçoit pas tout le message qui nous est destiné, par exemple, on passe dans un tunnel, le message va être entaché d'erreurs. Des algorithmes, des recettes sont réalisés pour corriger ces erreurs. C'est un peu comme si sur une phrase, on effaçait certaines lettres des mots, on est quand même capable de comprendre le sens de la phrase et de reconstruire les mots, même s'il manque simplement une lettre. D'accord, mais avec la 5G, qu'est-ce qui va changer dans nos téléphones ? La 5G, en soi, est une technologie qui va être très proche. Simplement, elle va être beaucoup plus complexe. Donc comme elle est beaucoup plus complexe, on doit réécrire nos recettes, réécrire nos algorithmes pour pouvoir traiter toujours plus d'informations et offrir toujours plus de débit aux utilisateurs. Pour cela, on reconçoit les circuits de traitement de signal pour traiter un nombre d'informations qui sera beaucoup plus important. Et voilà, on arrive à la fin de notre dossier. Mais avant de se quitter, une petite devinette pour vous. Quel était le poids des premiers téléphones portables? 500 grammes, 1 kg ou 10 kilos? Pour répondre, c'est juste en dessous. Voilà, à très bientôt. Et si ce dossier vous a plu, n'hésitez pas à le partager. Ciao.